Bonjour monsieur, Bonjour. merci d'avoir accepté l'interview. Avec plaisir. Aujourd'hui, vous allez répondre à quelques questions qui sont notamment consacrées à votre maison d'édition, mais aussi au mois de l'imaginaire qui commence aujourd'hui. Exactement. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors moi je m'appelle Jérôme Vincent et je m'occupe donc de la maison édition, les éditions ActuSF, qui est née du site du même nom, actusf.com, qui a vu le jour en mars 2000. Voilà. Pouvez-vous nous en dire plus de votre maison d'édition et de votre travail au sein de celle-ci? Alors moi je suis le gérant de la structure. La maison d'édition elle a un peu plus de 200 livres, on fait une trentaine de titres par an en gros, ce qui se décompose dans des grands formats, des romans et des recueils de nouvelles, qui se décompose aussi dans deux collections, la collection Perles d'épices qui est dédiée aux auteurs étrangers, et puis la collection Bad Wolf qui est dédiée plutôt à notre partie fantasy. Au sein de ces collections et au sein de cette maison d'édition, on a aussi fondé un collectif avec les éditions de Nemo, ces éditions des moutons électriques, qui s'appelle les Indés de l'imaginaire. Et ensemble, on porte une collection de poches qui s'appelle Ilios et une collection young adulte, entre guillemets, je mets plein de guillemets parce que c'est toujours un peu compliqué les définitions, mais qui s'appelle Naos. Et puis deuxième axe, donc ça c'est plutôt le partie fiction, et puis il y a une partie qui fait un peu moins de livres, mais qui est tout ce qui est les bios, les monographies, les petits bouquins d'études sur tel ou tel sujet, les guides. En fait, toute cette partie qui réfléchit un petit peu au genre de l'imaginaire. Voilà, donc nous on est vraiment sur ces deux axes, et de la fiction, faire rêver les gens qui nous lisent, et les essais, faire réfléchir les gens qui nous lisent. Parlez-nous plus en détail de votre processus d'édition, c'est-à-dire du moment où vous recevez un manuscrit et jusqu'au moment où vous le publiez. Alors il y a plein de manières de recevoir un manuscrit. En fait, il y a les auteurs avec qui on travaille régulièrement et qui ont un nouveau projet ou des idées. C'est le cas de Jean-Laurent Del Socorro ou Karim Berouka par exemple, ou Sylvie Lenné par exemple, ou Isabelle Botian. Donc ça, ce sont des auteurs qui sont déjà dans la maison. Il y a tous les auteurs étrangers qu'on va aller chercher pour faire traduire, c'est Georges Martin, Eddie Okorafor, ou bien encore là plus récemment Hélène Kushner. Et puis la dernière partie, ce sont tous les manuscrits qui arrivent dans la boîte mail, entre guillemets, où là on en reçoit un peu plus d'1 millier par an. Pour une ou deux places. Donc il y a plusieurs manières de recevoir des manuscrits. Puis il y a des auteurs avec qui on a envie de travailler parce qu'on se connaît par ailleurs et qu'on aime bien le travail ou qu'on s'entend assez bien pour se dire tiens un jour on fera des choses ensemble. Une fois qu'on a le manuscrit, il y a d'abord une première passe qui est une relecture éditoriale. Donc là on va traquer les incohérences, les problèmes dans les descriptions, dans certaines difficultés. C'est là où on va dire, là par exemple, ce passage-là il est un petit peu trop long, ou ton héros il est tout gentil, puis il se met à découper des gens à la hache, ça ne correspond pas tout à fait à son profil. Donc ça c'est vraiment le travail édito, le regard sur le texte. Il y aura ensuite un travail orthotypo, où là on va chasser la faute d'orthographe, la problématique de syntaxe, la grammaire, etc. Ensuite la maquette. Et puis ensuite la publication. Sachant qu'il y a une autre ligne de travail parallèle, qui est de choisir la couverture. 2, de régler toutes les problématiques administratives, un contrat, un avaloir, un pourcentage. 3, aussi d'avertir notre diffuseur-distributeur que telle date, on va pouvoir sortir tel livre. Là, par exemple, on va les voir on est en fin septembre, début octobre. En octobre, on a rendez-vous pour leur parler des parutions de janvier et de février. Et eux, le diffuseur-distributeur, ils vont aller voir tous les libraires pour commercialiser nos livres. Donc voilà, le travail sur un manuscrit il est double. Il y a un travail vraiment d'édito de fond et puis un travail commercial et de promotion qui s'enclenche au même moment. En gros, pour un manuscrit, il faut compter entre 6 mois et 1 an. Puis parfois il y a des manuscrits, ça met 3-4 ans parce qu'il y a un projet qui traîne et qu'on en est là et voilà. Et c'est le même système pour vos traductions? Ouais, les traductions c'est à peu près la même chose. Là en général ce sont des droits qu'on demande directement aux agents des auteurs. On met dans la boucle un traducteur. Une fois que le traducteur a rendu sa traduction, il y a de nouveau un boulot édito et puis toujours le problème de correction et puis de maquette derrière, quoi. Donc que ce soit français ou étranger, ça ne change pas grand chose dans le processus.
On rajoute juste un acteur qui est essentiel, qui est le boulot du traducteur. Maintenant, parlez-nous un peu du mois de l'imaginaire. Quel est son objectif? En quoi consiste-t-il? Et pourquoi l'avoir créé, tout simplement? Alors en fait, le mois de l'imaginaire, c'est une initiative d'abord des éditeurs poche qui ont invité d'autres éditeurs à jouer le jeu. L'idée, c'est de se dire, pendant un mois, on va multiplier les opérations commerciales, marketing en librairie pour deux objectifs. Un, que les lecteurs aient envie d'acheter nos livres. Et puis deux, que les libraires aient envie de mettre de l'imaginaire en avant, de façon à ce que pousser peut-être des libraires qui n'ont pas forcément une grosse appétence pour l'imaginaire, de jouer le jeu. Et puis en réfléchissant, on s'est dit qu'on allait vraiment faire ça tous ensemble. Donc il y a 40 éditeurs, c'est un peu inédit dans le monde de l'édition. Et donc au-delà du commercial, l'idée c'est de mettre la lumière vraiment pendant un mois sur tout ce qui est science-fiction, fantastique, fantasy, pour donner envie, mais aussi donner envie aux journalistes de parler d'imaginaire spécifiquement dans ce mois-là, donner envie à la FNAC ou Cultura de faire des tables spéciales imaginaires, donner envie aux blogueurs, donner envie aux libraires aussi d'inviter des auteurs et de multiplier les dédicaces, les conférences. Voilà, le mois de l'imaginaire, c'est un petit peu tout ça. C'est à la fois assez simple, on se met tous d'accord pour bouger tous ensemble sur un mois, et en même temps compliqué parce que vous imaginez bien, 40 éditeurs, gros et petits, des grands groupes comme des plus petits éditeurs, plein de librairies, voilà, ça bouge un petit peu dans tous les sens. Est-ce que ce mois tend à mettre en avant le monde imaginaire français aussi? Alors oui, en fait, l'idée c'est que si on multiplie les événements en librairie, ça va essentiellement être des dédicaces d'auteurs ou des conférences d'auteurs. Bon, comme on a énormément d'auteurs français, ça va être d'abord se solder par des événements avec des auteurs français. Donc c'est un moyen de les mettre en avant, mais pas que, parce qu'en fait les logiques elles sont différentes. L'idée c'est vraiment de se dire que l'imaginaire c'est un bien commun, la science-fiction, la fantasy, et qu'il faut que le plus de monde possible comprenne tout son intérêt, toute son implication et tout ce que ce genre peut apporter. Et évidemment on a de plus en plus d'auteurs français qui font vivre aussi ce genre par leurs écrits, par leur présence, par les interviews, etc. Donc c'est pas ciblé spécifiquement français, mais évidemment les auteurs français sont dans les rouages de l'opération parce qu'ils sont essentiels. Alors, est-ce que vous pensez, quelle est la place du genre littéraire dans le monde dans le marché de la littérature française actuellement et donc du coup de nos auteurs français? Alors, on va séparer deux choses. De manière globale, l'imaginaire c'est 4% de la production des livres en France. D'accord, il y en a entre 1000 et 1500 par an. 7% du chiffre d'affaires de l'édition. Donc c'est un marché de niche, c'est un petit marché. Aujourd'hui, et on a beaucoup travaillé sur les états généraux, qui désormais s'appelle l'Observatoire de l'imaginaire, on a beaucoup travaillé sur les chiffres. Aujourd'hui, l'idée c'est qu'est-ce que ça représente. Donc ce sont ces 7%, mais on se rend compte qu'il y a encore quelques réticences. Donc aujourd'hui, par exemple, c'est moins de 1% des articles, voire 2% des articles qui sont consacrés aux livres dans les grandes revues d'imaginaire. D'accord, donc en gros, quand vous prenez Le Monde, et encore Le Monde c'est un des mieux achalandés, il n'y a que 2% des livres dont il parle qui sont des livres qui relèvent de la science-fiction et de la fantasy. Donc voilà la place. Les choses sont en train de changer, il y a beaucoup de choses et beaucoup de travail qui a été fait, mais quand on voit la couverture médiatique d'un Alain Damasio, évidemment les choses ont changé. Et puis pour vous donner un autre ordre d'idée aussi, c'est qu'on a un peu mesuré et on se rend compte qu'en fait, l'imaginaire, ce qui est publié dans des collections spécialisées en imaginaire, c'est 60%. Il y a 20% d'imaginaire publié en jeunesse, 20% d'imaginaire publié dans les collections dites de littérature blanche. Donc en fait, l'imaginaire est un peu partout. C'est-à-dire qu'on est à la fois chez nous, dans nos couvertures et nos rayons, mais on peut le trouver aussi ailleurs. Voilà sa place. C'est une place d'un marché de niche, mais qui est à la fois assez diffus et qui va voir vers d'autres secteurs de la littérature. D'accord. Et d'ailleurs, en rebondissant là-dessus, est-ce que vous pensez qu'il faut être un lecteur spécialisé ou c'est ouvert à tout le monde? Non, c'est ouvert à tout le monde. L'idée des littératures de l'imaginaire, c'est que ce sont forcément des littératures qui souvent sont en lien avec notre monde. L'idée, c'est qu'elles ne cessent, même quand on décale dans le futur ou dans le passé, elles ne cessent de parler de notre présent, de ses dangers, de ses dérives et de ses problématiques. Donc à partir de ce moment-là, c'est un jeu intellectuel qui est ouvert à tout le monde. Alors évidemment, parfois la hard science de Greg Egan peut être un petit peu difficile pour un lecteur non scientifique ou non habitué. Mais quand on voit tous les gens qui ont été voir Harry Potter au cinéma ou tous les gens qui vont voir Star Wars,
c'est largement ouvert à tous, hein. C'est d'abord une littérature qui est issue de la littérature populaire, hein, et notamment des peuples. Donc forcément, la porte d'entrée, elle est grande ouverte pour tout le monde. D'accord. Et d'ailleurs, vous, comment vous êtes tombé dans ce genre? Eh ben, c'est une bonne question. Moi, c'est à l'adolescence. Je suis d'abord tombé dans Tolkien, dans Le Seigneur des Anneaux, à 12 ans. Et puis j'ai lu d'autres choses derrière, Richard Matheson, ou Bradbury, ou Dan Simmons, ou Dracula de Bram Stoker. Et puis, comme on était un petit groupe au lycée de copains, du coup on s'échangeait les bouquins, et moi je suis tombé vraiment à l'adolescence là-dessus. J'étais pas très en phase avec ce qu'on me proposait dans les cours de français classique. Pas tout, hein, il y a plein de choses que j'aimais bien, mais je me retrouvais beaucoup dans la science-fiction et la fantasy. J'ai cultivé mon imaginaire à partir de là, et puis quand je suis devenu adulte, j'ai largement poursuivi. Et donc, du coup, qu'est-ce qui vous plaît dedans vraiment? C'est une bonne question. Moi, je crois que c'est d'abord ce qui me plaît, c'est une littérature d'idées. Ça me plaît beaucoup. L'idée qu'on va pouvoir tirer un fil, apporter pas forcément une idée neuve, mais une idée qui mette en lumière un certain nombre de choses. Ça, je trouve ça génial. Le wow de cette idée-là me plaît énormément. Et puis parce que c'est toujours une manière de parler d'aujourd'hui en décalant un petit peu notre monde. Et ça, je trouve ça vraiment chouette, quoi. Et puis moi, j'aime les personnages aussi. J'aime les héros complexes. Pas forcément torturés, mais j'aime... vous savez, quand on a refermé un livre et qu'on vit encore un petit peu avec les personnages pendant quelques jours, ça, vraiment, ça me motive en tant que lecteur, quoi. J'ai besoin de ça, et des idées, et des intrigues, et des personnages, quoi. D'accord. Et enfin, dernière question, est-ce que vous pouvez nous citer quelques livres qu'il ne faut pas rater dans la littérature du genre? Il y en a plein. Non, moi, une de mes grosses baffes, vraiment, c'est Heyerdahl, avec notamment le livre Demain une oasis. Il y en a deux chez Yale qui sont importants. Il y a Demain une oasis, et puis il y a Parleur ou Chronique d'un rêve enclavé. Deux bouquins assez différents, mais qu'il faut absolument avoir lu. Il y en a un premier qui parle notamment de l'Afrique, et l'Europe s'est tellement détournée qu'ils en viennent à kidnapper des médecins pour aller travailler dans des camps de population qui sont dans le dénuement, le plus fort. Donc ça, c'est vraiment essentiel, parce que c'est un vrai miroir de notre société. Et puis Chronique d'un rêve enclavé, c'est vraiment une colline entre guillemets qui ferme ses portes pour être un petit peu en autogestion. Et il y a un souffle, et c'est passionnant. Donc ça, premier point, il faut absolument lire Heyerdahl, ou ne pas lire, mais voilà, il faut vraiment y aller. Après, moi, j'ai baigné dans tout un tas de classiques, donc j'ai pris des baffes avec Je suis une légende de Richard Matheson, par exemple. Cette histoire du dernier survivant sur Terre. Alors, toute la planète est devenue peuplée, entre guillemets, de vampires. Ça, c'était absolument génial. Moi, je pense qu'il faut vraiment relire Dracula de Bram Stoker, parce que ça vous permet de comprendre ce monde-là. Dans les incontournables, il y a forcément Le Seigneur des Anneaux. Ça, c'est une évidence. Alors, on aime ou on n'aime pas Le Seigneur des Anneaux. Il y a des passages qui sont plus longs que d'autres, mais c'est quand même un incontournable. C'est-à-dire qu'après, vous êtes dedans ou vous n'êtes pas dedans. Donc, tout ce qui est fait en fantasy, il y a une pierre, c'est véritablement le Seigneur des Anneaux. Et puis après, les ouvrages sont pour moi beaucoup trop nombreux. C'est-à-dire qu'un Inner City de Jean-Marc Ligny, qui parle de cyberpunk et qui imagine un Paris, la ville de Paris repliée sur elle-même, avec des gens qui se perdent dans les réseaux, et à l'extérieur la banlieue où il n'y a que violence. C'est un livre parfois un peu prémonitoire, mais qui est essentiel, et puis qui montre aussi une manière d'écrire. J'aime beaucoup Jean-Marc Ligny pour ça, une sorte de feel-good dans l'écriture. Il y en a trop, à la vérité. Je vais mettre 3-4 mentions sur les bouquins chez nous, parce qu'il y a des livres qui, pour moi, ont fait leur trou. Il y a des livres de Jean-Laurent Del Socorro, qui est un auteur qui fait de l'historique avec un petit peu de fantaisie. Donc pareil, si vous aimez l'histoire, si vous aimez les idées, Royaume de vent et de colère, c'est un incontournable. Karim Berouka avec le Club des punks contre l'apocalypse zombie, où Paris est plein de zombies, il reste un groupe de punks. C'est drôle, c'est malin, c'est génial. Il y a Sylvie Lenné avec Fidèle à son pas balancé. Si vous aimez les nouvelles de science-fiction, il y a une humanité, une force. Il faut lire Sylvie Lenné. Et puis je dirais aussi par exemple Jana Debatz avec toute sa série Testament, qu'on vient de terminer, le 3e tome sort en poche, sur un Paris encore une fois, mais avec des vampires, des loups-garous. C'est un roman féministe, enfin une série féministe
en permanence et qui est vraiment délicieuse. C'est compliqué de vous dire que 10, parce qu'en vrai il y en a plein, il y en a plein tout le temps, et je me souviens je suis capable de vous dire quand est-ce que je lisais par exemple la parabole du semeur d'Octavia Butler. Je suis capable de vous dire quand est-ce que je lisais Dan Simmons avec Hyperion. Et en même temps, il n'y a pas que des vieux classiques. J'ai adoré ce qu'a fait Patrick Doumnay il n'y a pas longtemps avec le cycle de Sif, ou Jaworski qui est pour moi un des grands stylistes. Donc 10 c'est compliqué parce qu'en fait l'imaginaire ça bouillonne dans tous les sens. C'est comme une grappe de raisin, quoi. Vous avez plein de raisins, plein de mondes un peu différents. Et dans les raisins vous avez encore plein de manières de voir les cycles et les choses. Et ça c'est vraiment chouette parce que ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait longtemps que j'en lis, 35 ans, 30 ans. Et j'ai toujours pas fini, quoi. Et je suis toujours dedans et j'ai toujours envie. Et je pourrais vous parler de Peter Watts, de Greg Egan, de Lucius Shepard. Tout ça, ça fait notre terreau imaginaire aujourd'hui. C'est super. J'espère que j'ai bien répondu, mais voilà, c'est compliqué 10. Je peux pas me limiter à 10. Oui, c'est évident. Je vois ça. Et puis, le plaisir de ce métier sont les livres qui viennent. Et là, je viens d'avoir une discussion d'1 heure avec Ariel Kirou sur un livre qu'on va faire ensemble sur les imaginaires de la science-fiction face aux théories de l'effondrement. Voilà, c'est génial, j'ai envie de publier ça, quoi. Donc ouais, 10 c'est rigoureusement impossible. Vous lisez vous-même les livres, les manuscrits qu'on vous envoie? Ouais, alors donc on est aujourd'hui ActuSF, c'est 3 personnes à plein temps, des salariés. Il faut ajouter 3-4 personnes avec qui on travaille au quotidien, qui sont plutôt freelance, donc c'est vraiment une grande famille. Moi je lis essentiellement les manuscrits des auteurs avec qui on travaille déjà ou ceux avec qui on a envie de travailler. Ça c'est plus moi ou les gens qu'on me conseille. Et puis Jean-Laurent Del Socorro et Samantha Chaudron vont lire. Alors Jean-Laurent il lit plutôt en anglais, donc même s'il peut apporter aussi des bouquins français de temps en temps. Et puis Samantha pareil. Notre difficulté c'est pour absorber tous les manuscrits qui nous sont envoyés. Entre hier et aujourd'hui, il y en a déjà 3 ce matin qui étaient dans la boîte mail. Donc ça c'est un peu compliqué parce que voilà. Alors je dis pas que ça arrive pas, hein. De temps en temps on en trouve et il y en a publié 1 ou 2, mais 1 sur 1000 quoi. Donc voilà. Donc notre vrai job c'est notre vrai job. En fait la lecture de manuscrits c'est jamais pendant la journée. Dans une maison d'édition, il n'y a jamais personne qui met les pieds sur le bureau, qui a un petit thé ou un petit café et qui parcourt gentiment des manuscrits. Ça n'arrive pas chez nous. C'est toujours le soir, en vacances, en week-end, en permanence. D'accord. Voilà. Mais c'est cool. Parce que le plaisir du métier, c'est quand vous trouvez un bon manuscrit, que ça vibre et vous dites « Ah, ça je veux le faire », et que du coup, vous pouvez le faire après. Et c'est quoi les critères dans mon manuscrit? Et ben, c'est compliqué aussi, on parle souvent de l'éditorial, alors nous on fait de l'imaginaire, mais faut que ça vibre, il y a quelque chose qui résonne, donc j'ai du mal parfois, je le sais en creux par exemple, moi je suis pas un gros amateur de voyage dans le temps. Et de facto, sur les 200 bouquins, il y en a, mais il n'y a pas beaucoup de voyages dans le temps. Moi, ce que je vais aimer, c'est d'abord des personnages, c'est d'abord des idées, et puis ce que j'aime, c'est les bouquins un peu nerveux, les bouquins un peu malins, quoi. Vous voyez, on parlait du Club des Punks. Ouais, ça commence comme une grosse pochade parce que c'est plein de zombies et un groupe de punk à Paris. Ils font plein de bêtises, évidemment, pour commencer. Leur idée, c'est de mettre le drapeau de l'anarchie en haut de la tour Eiffel. Mais si vous grattez un peu, en fait, c'est un bouquin qui dit plein de choses, c'est un bouquin qui est malin. Hein, c'est pas simplement de la grosse rigolade, quoi. Et c'est comme Audrey Alouette, quand elle nous fait les poisons de Catarse. Évidemment, ça commence comme du Terry Pratchett, c'est haut en couleur, mais ça parle d'armes de destruction massive, ça parle de comment gérer la violence dans une société, par exemple, quel degré on met. C'est un bouquin avec une dirigeante. Dans les mondes de fantasy, c'est pas si courant non plus, donc avec une vraie héroïne forte, un peu badass. C'est un bouquin qui est génial. Donc sous la grosse rigolade, si vous grattez, il y a des choses. Moi j'aime bien les bouquins un peu malins comme ça, là, où on dit attendez, il y a un peu plus que ça. Mais enfin, je pourrais vous en citer plein. Hein. Je peux ne pas m'arrêter, il y en a 200, mais il y a le moineau de Dieu là qui ressort en poche. Le moineau de Dieu, c'est on entend des chants extraterrestres et on décide de monter une expédition pour aller voir ces extraterrestres.
Et il y a un prêtre dans l'expédition, parce que c'est un lingus de renommée internationale. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est le seul qui va revenir et que sur place, il a tué une enfant, il s'est prostitué et on lui a enlevé les muscles des mains. Et en fait, ce que j'adore dans ce bouquin-là, c'est que c'est tout ce que j'aime pas d'habitude. C'est-à-dire que c'est un gros pavé qui est bavard. Mais en vérité, c'est passionnant. C'est passionnant parce que le dialogue entre les scientifiques et le religieux, il est passionnant. Parce que les personnages en eux-mêmes sont passionnants. Il est religieux et en même temps, il s'entend très très bien avec une des autres membres de l'équipe. Donc ça pose plein de questions. Il est passionnant parce que les extraterrestres sur place, c'est un vrai bouquin d'anthropologie. Une vraie découverte de civilisation. Donc voilà, on gratte, c'est fluide, c'est drôle, on vous emmène dans les étoiles, mais on vous dit aussi des choses, quoi. C'est chouette ça. Ouais. J'étais long, hein. Non, pas du tout. C'est passionnant quand vous en parlez, alors du coup, c'est pas grave. Mais non, mais voilà. D'accord. Et ben, du coup, j'ai plus de questions. Et ben c'est parfait. Merci à vous. Je vous remercie encore pour l'interview. Très bien, c'est bon. Et puis, à bientôt. Et ben bientôt. Au revoir.